Merci Raphaël. Tu as convoqué donc une forme, tu as parlé de calque, mais c'est plus qu'un calque, c'est une empreinte avec tous ces marqueurs, c'est un mot que j'aime bien utiliser, qui sont à questionner pour une dimension du projet. C'est ce qui caractérise la table ronde, donc je t'invite à rester avec nous. On ne te mettra pas à contribution parce que tu le seras cet après-midi, mais tu pourras comme ça répondre s'il y a des questions ou des précisions qui seraient utiles. Donc la table ronde qui nous concerne, c'est bien le projet d'aujourd'hui et de demain. Et en vous les présentant, merci à ceux qui ont préparé et invité ceux qui sont avec nous. Je vous présente Vincent Montrieux, qui est directeur à la sous-direction de la qualité du cadre de vie au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, un grand serviteur de l'État. Un grand témoin, mais aussi un homme impliqué dans l'aménagement des Hauts-de-France, que vous connaissez pour beaucoup, Jean-Louis Subilo, urbaniste aménageur, qui a été à l'origine de la mise en place du cercle de qualité de Rallens, entre autres. Aymeric Robin, donc l'élu, qui est le témoin de notre dimension table ronde sur cette question du projet à l'échelle du grand territoire. Et c'est intéressant, Aymeric Robin, parce que vous êtes maire de Rhêmes, mais aussi président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Et puis, il n'y aurait pas de projet s'il n'y aurait pas de concepteurs et de maîtres d'œuvre. Et donc, je salue et j'accueille Jacques Hippolyti et Marion Lacasse, qui sont tous les deux architectes et lauréats d'un Europan. Alors, on va parler de process, forcément, on va parler d'assemblage, et je vais donner tout de suite la parole à Vincent Montrieux, parce que Raphaël nous a quand même indiqué, derrière des procédures, que nos territoires sont le reflet, quelque part, l'impression, tu as utilisé le mot calque, mais là on pourrait dire l'impression, on a parlé de procédure de GIRSOM, donc c'est des initiales, merci à Philippe d'avoir fait préciser ce que c'était, mais on pourrait se dire, quelque part, notre époque est en train de marquer à nouveau le territoire. Catherine a parlé des panneaux photovoltaïques et de plein d'autres choses. Alors, Monsieur Montrieux, peut-être quelques précisions à nous apporter. Vous pilotez une sous-direction avec deux pôles qui s'articulent et qui ont des choses à nous dire par rapport à ces notions d'enjeu et d'accompagnement. L'État porte des projets à accompagner cette candidature et maintenant il s'agit de la faire vivre. Alors comment vous voyez ça avec les outils dont on dispose aujourd'hui à travers un regard d'un ministère sur un territoire comme celui-là? Merci. Oui, alors effectivement, l'intérêt de cette sous-direction, c'est qu'à la fois, elle accompagne les porteurs de projets dans leur volonté d'une inscription au patrimoine mondial, puis ensuite dans la gestion, elle s'occupe également des sites classés, donc on va voir que c'est un outil, et également elle a un volet urbanisme réglementaire, et on va voir, en fait, ça va être je pense une partie de l'intervention de tous, que l'urbanisme réglementaire est un outil qui permet à la fois de protéger, mais également de faire vivre un territoire qui fait l'objet d'une inscription au patrimoine mondial. Alors, c'est quelque chose qui est ressorti dans les débats de la première table ronde, qui m'a particulièrement marqué, c'est effectivement ce classement de paysage culturel évolutif vivant. Donc paysage culturel évolutif vivant, c'est-à-dire qu'effectivement qui doit s'adapter au quotidien. Et j'aurais envie de dire que la spécificité peut-être du projet bassin minier, c'est que cette notion de paysage culturel évolutif était quelque chose qui existait ab initio. Je prends d'autres exemples. Par exemple, récemment, j'avais des échanges, par exemple, sur le patrimoine mondial Causse et Cévennes, où il y avait des interrogations autour du retour du loup dans cette région, avec effectivement un agropastoralisme qui s'est construit, en tout cas fin du 19e et surtout au 20e, avec la disparition peu à peu de ce prédateur. Donc effectivement, pas besoin de mettre de clôture ou ce genre de choses ou de trouver des solutions. On a un retour voilà. Donc il va falloir que le territoire envisage éventuellement d'évoluer pour voir comment il peut répondre à cette problématique dans des situations différentes où on n'a plus des enfants qui sont des petits bergers qu'on peut envoyer dans la montagne. Voilà. Et donc tout ça pour illustrer que dans le cas du bassin minier, on était dans une situation où le caractère évolutif existait dès le début, donc ce qui vous a permis de le prendre en compte dès le début. Avec deux fondamentaux, peut-être sur tout projet au patrimoine mondial. Donc d'une part,
l'héritage, donc qui a été en fait la pierre angulaire de la reconnaissance internationale. C'est pour ça que c'est du fait de cet héritage et la manifestation en fait d'une intervention de l'homme, notamment sur la nature, qui notamment en constitue sa valeur universelle, mais également le fait que le deuxième fondamental, me semble-t-il, dans ce territoire, c'est un projet de territoire qui fédère et qui donne du sens. Enfin, je crois que Jean-François Caron l'a clairement rappelé. Hein, c'est avec cette spécificité où on a un territoire où on associe et on fédère l'ensemble des habitants et on aboutit à quelque chose plutôt que l'inverse. Et donc, comme je le disais, avoir en fait la vie d'un site avec des projets emblématiques et une conciliation entre des usages du quotidien, donc les usages du quotidien des habitants qui vivent dans ce territoire, et la relation aux visiteurs, puisque une inscription au patrimoine mondial, ça conduit effectivement à un développement touristique, et donc il faut articuler les deux. Améliorer la qualité de vie pour les habitants et promouvoir la découverte du territoire, rendre possible et visibles les mesures de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, tisser des liens de solidarité territoriale entre le cœur patrimonial et le territoire d'approche. Ça, c'est toute la problématique également entre le cœur de bien et les zones tampons, et préparer l'avenir avec les transformations. Et donc, ça nécessite finalement de mettre cet héritage patrimonial au cœur des stratégies d'aménagement et de développement. Et pour ça, on a besoin effectivement d'un certain nombre d'outils. Alors, les outils, on peut le voir. Enfin, on a deux types d'outils. On va avoir des outils qui sont des outils de protection forte. Je prends par exemple à la fois ce qui relève du Code du patrimoine, c'est les outils et monuments historiques, qui sont une première réponse, et également autre outil de protection forte, le site classé. Donc effectivement, on a évoqué le classement qui est intervenu en 2016, effectivement, qui permet d'offrir une garantie d'avoir effectivement sur des zones bien délimitées une véritable protection forte. Mais s'agissant d'un territoire aussi vaste et impliquant en fait des problématiques de grands paysages tels que le bassin minier, tout cela n'est absolument pas suffisant. Et ça a déjà été rappelé, c'est-à-dire qu'il faut de manière essentielle que l'ensemble des documents d'urbanisme, documents de planification urbaine, puissent effectivement être également des outils qui permettent la conservation et la gestion du bien et son évolution. Et là, effectivement, alors je répète un petit peu ce qui a pu être dit, mais je le cite précisément, parce que ça me paraît vraiment être très important, le fait que la loi LCAP ait prévu spécifiquement que le représentant de l'État dans le département, lorsqu'une collectivité élabore un document d'urbanisme, effectivement, porte à connaissance les dispositions du plan de gestion, c'est véritablement un point très important, puisque ça permet d'articuler, effectivement, c'est pas des contraintes, c'est comment on préserve et comment on fait vivre ce territoire dans cette logique de patrimoine mondial avec des évolutions urbanistiques qui correspondent à des évolutions à la fois des attentes d'une population qui peut croître ou décroître, un besoin de réaménagement naturel qui conduit à des évolutions économiques qui doivent permettre une évolution territoriale, et également d'autres aspects. Je pense notamment à deux effectivement qui ont été évoqués. D'une part, la transition énergétique avec le développement des énergies renouvelables, mais également d'autres sujets tels que le zéro artificialisation nette, donc effectivement auxquels vont être confrontés l'ensemble des collectivités très rapidement, avec des documents d'urbanisme à revoir pour en tenir compte. Tout ça devant s'intégrer dans ce cadre du patrimoine mondial et sans évidemment mise sous cloche. Pour cela, on a un certain nombre d'outils, et notamment des outils qu'on essaye de promouvoir, qui sont les plans de paysage. Plans de paysage qui ont notamment été utilisés, alors je pense que le maire de Rem en parlera bien évidemment, puisque sa commune a été lauréate 2019 de l'appel à projet, qui sont des outils qui vont exactement dans le sens de ce qui me semble avoir été
la teneur de nos échanges depuis ce matin, c'est un plan de paysage, c'est quoi? C'est voir comment on peut conserver un paysage de qualité dans un cadre participatif, c'est-à-dire il y a vraiment une logique de prise en commun de ce que veut une population sur un territoire donné pour répondre aux défis de l'avenir. Des défis de l'avenir, ça va être la transition énergétique, effectivement, ça va être comment laisser sa place ou redonner de la place au végétal, ça va être des adaptations de manière générale aux évolutions futures. Donc ça, c'est un premier outil très utile, et puis je laisserai effectivement les autres intervenants le développer et échanger avec eux. Également, je cite d'autres points, mais moi, j'ai été frappé notamment par la qualité d'outils tels que les guides pratiques d'études d'impact sur la valeur universelle qui ont été élaborés par le bassin minier, en fait, avec les cahiers techniques de 2016. J'ai regardé en préparant cette intervention, avec notamment un certain nombre de croquis qui permettent effectivement, et c'est très utile pour ceux qui élaborent ensuite des documents de planification, de voir qu'on peut éventuellement envisager le développement d'ENR. Ça peut être du panneau solaire, ça peut même être des éoliennes, mais à condition de ne pas les mettre n'importe où. Et donc pour ça, effectivement, ce type de guide peut permettre effectivement d'associer les deux. On a également un travail qui est réalisé en partenariat avec l'Adréal, l'ADRAC et le bassin minier sur une aire d'influence paysagère pour la transition énergétique. On est également dans cette même idée. Je m'arrête ici pour laisser la parole aux autres intervenants, mais tout ça pour indiquer que voilà, on a un ensemble d'outils et ce n'est qu'avec la conjugaison de l'ensemble de ces outils qu'on peut effectivement faire vivre ce territoire et préserver son identité, préserver sa valeur universelle, tout en ne mettant pas, bien évidemment, les habitants sous cloche, puisque justement, l'idée avec cette inscription au patrimoine mondial, c'était de redonner du sens au territoire et à leurs habitants. Et effectivement, c'est dans cette logique-là qu'on doit s'inscrire. Merci, Monsieur Montrieux. Alors, vous avez bien fait de parler d'urbanisme de projet quelque part, mais on voit bien que l'urbanisme de projet est une vraie question dans nos sociétés parce que forcément, ça renvoie à de l'urbanisme réglementaire. Il y a une application de la loi à un moment donné. Et donc, il va falloir à un moment donné trouver les bases sur lesquelles nous faisons société, parce qu'il y a des arbitrages qui vont devoir être faits. Il me semble d'ailleurs que sur l'image de la treille, moi ce qui me marque, j'en avais discuté en préparant la table ronde avec Jean-Louis Subilo, attention aux images. Mais l'image de la treille, ça n'est pas qu'une image, c'est une réalité d'une ingénierie d'aménagement, d'exploitation de ce territoire-là, dans une logique industrielle. Tout a une logique, tout fait système. Donc la question que j'ai envie de te poser, Jean-Louis, pour ouvrir, je sais que tu as prévu quelques diapositives, quelques images, c'est toi qui as connu X situations d'aménagement et qui est arrivé dans le bassin minier autour des enjeux de Rallance, qui en a été le promoteur avec la notion de cercle de qualité. Comment peut-on imaginer cette notion d'assemblage qui crée une nouvelle dynamique? Les ingénieurs des houillères avaient leur logique. Quelles sont les logiques qui sont à promouvoir pour réussir à faire projet à cette échelle-là? Alors je pense qu'il faut que tu appuies une seule fois, ça répond un peu lentement, c'est ça, nous dit Raphaël. Voilà, tu as la parole. Pardon. T'inquiète, on est en famille. Écoutez, oui, j'ai mis quelques images. Bon, je passe vite, mais je crois que c'est très important pour répondre à ta question et pour être dans le fil de toutes les interventions très riches qui ont eu lieu, qu'on prenne au sérieux effectivement cette structure urbaine très difficile à définir, très originale, qui à la limite méritait à elle seule d'être classée à l'UNESCO. On a vu beaucoup de paysages, de sites industriels, mais je crois que... est-ce que c'est une treille? Alors on pourrait dire que oui, puisque le label Rallance, par exemple, a classé un vignoble puisque c'est évolutif, les terris, comme l'a rappelé Jean-François Caron, qu'il a appelé avec humour le Charbonnet, donc qui fait un excellent vin sur le terri d'Aillicourt. Voilà. Donc, tu as raison, c'est une treille. Est-ce que c'est un archipel? Voilà, c'est aussi un archipel. C'est un système en réseau, sûrement,
On en parle beaucoup à l'intérieur du cercle de qualité même, c'est débattu, mais je pense que ce ne sont pas des questions qui sont des questions subalternes, car c'est important de comprendre, comme a dit Jean-François Caron, il faut comprendre qui l'on est et comprendre bien comment a été constitué le territoire, tout ce qui est construit est tout à fait fondamental pour voir dans quelle mesure il peut être le support il est support d'identité, comment est-ce qu'il peut être un support de développement. Et je crois que c'est très important. Mais évidemment, trait ou archipel sont des images métaphoriques, sur des conceptions spatiales. Et la question spatiale est bien loin d'épuiser le sujet qui nous préoccupe ici. Les maires qui sont présents le savent bien. Alors voilà, donc je suis intervenu effectivement, comme tu l'as rappelé, dès 2008-2009, alors que le Louvre allait arriver et que Jean-François Caron et toute l'équipe préparaient le dossier pour l'inscription au bassin minier de l'UNESCO. J'arrivais de Lille, où j'avais dirigé Euralil, et vraiment j'ai été frappé par justement la force de ce paysage et la nécessité de ne pas avoir des réponses toutes faites pour y répondre. C'est-à-dire tout ce que j'avais connu ne fonctionnait pas. Il fallait véritablement être contextuel, inventer et écouter et regarder et faire émerger le projet de tout cela. Donc les deux moteurs, puisque c'est Daniel Percheron qui me demande de venir là, les deux moteurs de la transformation du paysage, ou de sa transition, de la transformation du territoire, c'est le bassin minier UNESCO, le Louvre-Lens, au démarrage. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, ça pousse à l'excellence et ça pousse à la reconnaissance internationale et à oser. Donc ce territoire, Daniel Percheron, lui, le voit comme une métropole qui s'ignore. Souvent, il dit, bon, voilà, c'est la 8e agglomération française, par exemple, le bassin minier du Pas-de-Calais, avec 650 000 habitants. Et donc, il voit une métropole un peu différente, qui sera une métropole complémentaire de la vie de la métropole de Lille, mais qui réellement permettra de répondre aux défis sociaux et économiques profonds posés par le territoire. Et ce choix d'emblée de l'histoire, du patrimoine, et deuxièmement de la culture, est un choix de fond de toute cette politique. Je crois qu'il faut le comprendre, il est assez original, et ce n'est pas superficiel, c'est vraiment le fond de l'affaire. Donc, dans le cadre de cette politique, tout de suite, on est lancé un grand dialogue compétitif, parce qu'on dit il faut, pour accueillir le Louvre dignement, il faut ne serait-ce que créer des chemins, lui donner un cadre, mettre en valeur ce qu'on appelle les cités du Louvre, toutes les cités qui sont autour du Louvre. Et pour accueillir cet équipement, on lance un grand dialogue compétitif à un niveau international qui est gagné par des vignes, Porzampar. Et le fait que ce soit un paysagiste est très important. Et c'est pour ça que je voulais montrer l'image qui est l'image du plan directeur, car pour être à une autre échelle que celle que l'on a abordée jusqu'à maintenant, ce plan directeur qui est fait d'emblée, les élus sont conquis par cette idée. Vous étiez l'archipel noir, je suis arrivé ici. En fait, vous êtes déjà l'archipel vert. Et cet archipel vert, il va être support d'urbanisation et de développement. Ce qui est très important de voir, c'est que notamment, pardon, je vais trop vite, je ne sais pas quand je reviens, je vais être support de développement. Et donc le plan directeur qui est très vite réalisé, le schéma des espaces publics allant au Louvre, qui est fait immédiatement dans la foulée, car il faut accueillir le Louvre en 2012. Là, on est en 2010. Et donc,
il met en valeur comme un axe structurant ces cavaliers, ces espaces laissés par la mine, qui peuvent servir de liant et de lien à tous ces lieux, et notamment, on parle un grand arc équipé allant de la gare de Lens jusqu'à Liévin, en passant par le terril du Louvre, le stade Bollaert. Aujourd'hui est implanté le centre de conservation des œuvres. Et cet arc, il a une ramification, c'est l'image que vous voyez en haut à droite, très forte, très importante, vers les terrils dont parlait Jean-François Caron, ces pyramides de Khéops, ces deux terrils jumeaux qui vraiment marquent tout le paysage. Et tout autour, des cités minières. À Lens, il y a 40% de cités minières. Mais ces cités minières, elles sont faites chacune, et à Liévin, et à Grenay, à côté, le maire de Grenay est là. Et ces cités minières, elles sont toutes tournées sur elles-mêmes. Donc le premier constat que l'on fait, c'est quand on regarde avec des vignes, le nombre d'impasses, il n'y a pas de lien entre le territoire, puisque chacun, Jean-François l'a rappelé, vivait de manière fermée autour de la production de la mine. Donc les cités ont une qualité extraordinaire de dessin, mais elles sont juxtaposées. Il n'y a pas de ville constituée, sauf les quelques villes historiques, évidemment de Valenciennes ou de Béthune ou de Douai. Mais ici, tout a été créé autour de la mine. Et je crois que le coup de génie du regard qui est porté, je vais aller plus vite parce qu'autrement je ne vais pas laisser mes collègues s'exprimer. Le coup de génie qui est porté, c'est de dire on ne va pas combler tous les vides, mais ces vides sont insécurisants. Donc il y a ce qui est laissé par la mine, qui peut servir de lien, notamment de lien vert, qui a été récupéré en partie par la nature, mais qu'il faut prolonger. Ce n'est pas du mimétisme. Par exemple, pour aller jusqu'à Liévin, il y a une grande zone commerciale. Eh bien, avec des vignes, on pense qu'on peut le transformer en une sorte d'archipel, un chevelu vert qui va être le lien de cet ensemble, ce grand ensemble d'espace, car l'échelle est considérable. Alors, je vais accélérer en essayant donc, on fait ce plan et on s'aperçoit que dans les vides, même dans les grandes emprises laissées, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans de développement possible dans un territoire qui ne gagne pas de population. Et donc, il faut absolument, et monsieur le directeur, vous l'évoquiez tout à l'heure, arrêter la périurbanisation et considérer que ce sont ces vides au cœur du territoire qui ont de la valeur et qui vont être la structure qui fait sens. Il faut aussi densifier en partie sur ces vides. Là, j'ai mis un projet qui émane de ce plan directeur qui est suivi dans l'ensemble de la centralité, auprès de la gare de Lens, mais il faut aussi densifier, réaménager les espaces publics sur l'ensemble de ce territoire. Alors, je vais venir à un deuxième moment où j'ai dû intervenir. C'est donc pour le RBM, quand le gouvernement m'a demandé de faire une mission sur l'ensemble du bassin. Le fameux rapport Subilo. Oui, enfin, donc nous avons travaillé avec le Conseil général du développement durable, avec l'inspection de l'architecture. Et ce rapport sur le bassin minier a été fait de notre part. Excusez-moi, je manœuvre mes diapositives en même temps que je parle. Ce rapport sur le bassin minier, il a été fait dans un esprit d'abord de concertation avec les élus. J'ai souvenir d'avoir rencontré le maire de Rheims. Il a porté sur une échelle beaucoup plus grande, qui est l'échelle
des 120 km de long dont on parlait tout à l'heure, des 1 200 000 habitants, des 9 communautés d'agglomération ou de communes qui ont en commun cette structure urbaine particulière héritée de l'histoire. Et donc, il a été fait vraiment en essayant de définir avec eux des priorités. Donc, la méthode a été de dire que le projet, le renouveau du bassin minier ne pouvait venir que d'une approche intégrée, systémique, comme l'a rappelé tout à l'heure Raphaël Sandry, qui était une approche qui, certes, comme on nous l'avait demandé au démarrage, cherche à rénover le bâti, notamment d'opérer une rénovation énergétique d'une partie de ces 70 000 logements qui demeurent, 70 000 à 80 000 logements qui demeurent. Mais très vite, nous avons dit qu'il fallait faire, d'une part, passer de la maison véritablement à la cité, comme la mission bassin minier l'avait pratiqué depuis longtemps avec ses cités pilotes, que ces cités pilotes, qui étaient parfois mises en cause par le bailleur comme coûtant trop cher, étaient une solution, mais elle était une solution pour autant que l'on accélère considérablement le rythme de la réhabilitation des maisons minières et que l'on passe largement à un doublement, passer d'au moins 700 à 800 par an à si possible, près de 1500, voire 2000 logements par an, pour ne pas mettre 30 ans à rénover l'ensemble de ce bâtiment. Deuxièmement, que cette rénovation, elle devait porter sur la cité tout entière et donc ne pas oublier les espaces publics qui sont des éléments essentiels, permettent des transformations, notamment des transformations architecturales, de temps en temps en démolissant à l'intérieur d'une cité, en faisant un concours, en respectant l'échelle, mais de manière à pouvoir diversifier la population, à pouvoir avoir peut-être l'intégration d'éléments nouveaux, d'équipements ou d'activités dans une cité. Et donc ça a été un élément majeur. Deuxièmement, on a bien mis au jour qu'il fallait parallèlement relier les cités aux villes, choisir en priorité celles qui étaient proches d'une chaîne des parcs, celles qui avaient des problèmes sociaux évidemment importants, une grande qualité patrimoniale, mais celles qui pouvaient être mises en relation avec les cœurs de ville. Car un des problèmes de ce modèle global est celui de la mobilité et de la difficulté, notamment pour les jeunes, pour les personnes ayant moins de moyens sociaux, à venir jusque aux équipements et aux centres-villes. Donc, ça, c'était un élément important de souligner l'importance de l'espace public et l'importance du lien avec les villes. Ensuite, nous tenions beaucoup, dans le rapport sur le bassin minier, à faire en sorte que l'ensemble des aspects traitant de l'éducation, de l'économie, soient considérés dans l'aide du gouvernement. Et puis nous avons fait des recommandations visant à ce que il y ait sur l'ensemble du territoire la rénovation des sites miniers et l'aide au centre-ville et l'aide Tu insistes beaucoup sur les questions de centralité et de poids critique. Voilà. Hein. Alors, donc, si vous voulez, nous proposions comme méthode de choix des priorités, ce que j'ai appelé les projets en grappe. Je poursuis la métaphore de la traille minière, et vous aviez là, à l'instant, ce que nous avons mis dans le bassin minier, dans le rapport sur le bassin minier, pour chacune des centralités. Toué m'avait reproché qu'il n'y figure pas, mais nous avions l'agglomération
de Lens, l'agglomération de la CAC, l'agglomération valencienne, et puis l'agglomération de Béthune-Bruyères. Et donc, on voyait bien qu'à chaque fois, nous étions dans des cas de centralité très différents de centralité classique, c'est-à-dire que l'échelle est très grande et qu'il y a vraiment une importance fondamentale à relier tout ça. Alors, ça suppose une gouvernance, ça suppose des moyens financiers, et ces moyens financiers étaient chiffrés dans le RBM. La première phase de réalisation de l'ERBM a été lente à se mettre en place, car j'ai présenté ce rapport, c'était au gouvernement Cazeneuve, c'était ancien, il y a eu des changements politiques, c'était long à se mettre en place, ça s'est bien mis en place, enfin relativement bien sur la réhabilitation des logements, mais très faiblement sur tout l'aspect urbain. Et donc, réellement, je crois que l'effort à faire aujourd'hui, c'est un effort à la fois de gouvernance et un effort de solidarité, notamment nationale, d'équité territoriale, pour renforcer considérablement les moyens apportés aux communautés du bassin minier. Merci Jean-Louis. Donc tu fais la transition pour passer la main à Aymeric Robin. Alors Aymeric, ça se fait pas trop, mais comme on se connaît bien, comme Jean-François, on peut se tutoyer de longue date. On est entre nous, il paraît. En plus, on est entre nous et on travaille ensemble, donc ça facilite les choses. Jean-Louis a parlé de gouvernance, il a parlé de cette échelle hors norme et puis de cette idée de ne pas tout diluer. Alors quand on est maire d'une commune minière comme Rem, avec d'un seul coup une reconnaissance qui apparaît, comment l'élu prend cette décoration quelque part, cette charge, cette nouvelle charge aussi, et comment il peut la transmettre auprès de ses habitants. Donc ça a été dit, il y avait des mécanismes au niveau des clubs mis en place en préparation de la candidature UNESCO. Et puis tu es devenu président de la communauté d'agglo. Alors ça c'est intéressant parce que dans la gouvernance, dans la dimension des différentes échelles, qu'est-ce qui est reçu à l'échelle d'une commune et qu'est-ce qui devient responsabilité à l'échelle d'une agglo, sachant que le bassin minier, il est à cheval, ça a été dit par Jean-Louis, sur un certain nombre de communautés de communes et d'agglomérations, et à l'échelle de 2 départements. Donc là, à un moment donné, comment l'élu se trouve en articulation de ces différentes échelles pour conduire le projet? Tu peux nous dire un peu ton expérience et la manière dont tu as vu les choses ou pris la charge? Eh bien, finalement, je vais reprendre l'expression de tout à l'heure, on change de lunettes. On prend une autre dimension et donc on change la vision globale de l'intervention. Et cette trail minière, qui a été un concept fort, est tout de suite devenue une évidence génialissime pour nous, les élus. C'est devenu une veine, un fil conducteur de l'aménagement du territoire et de la planification du territoire, certes au départ à l'échelle de la ville de Rem, mais qui a pu se dupliquer ensuite dans le cadre de l'élaboration du PLUI et d'autres outils de réflexion d'aménagement du territoire à l'échelle de l'agglomération. Pourquoi c'était si génialissime d'évidence? Il fallait le penser d'abord, Raphaël, et je félicite toutes les équipes qui ont pensé. Mais c'était un éclairage nouveau parce que ça nous a permis d'avoir ce fil conducteur, d'être à la reconquête à la fois urbaine et humaine. Alors je m'excuse, reconquête, ça a été un petit peu vampirisé là dans la dernière séquence électorale, mais ça reste un mot noble, reconquête urbaine et humaine. Pourquoi? Parce que le défi qui nous était posé sur le bassin minier, c'était à la fois de redonner de la fierté aux habitants, de relever la tête, de dire que nous sommes fiers de cette histoire, de cette contribution à l'effort national. On a chauffé la France, on a chauffé une partie de l'Europe, et on a été brutalement abandonnés. On faisait le parallèle avec la pêche. Je suis allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a une histoire similaire autour de la pêche, des habitats typiques, des folklores, des empreintes sociologiques, anthropologiques. Et l'habitat et le bassin minier, son habitat, ses habitus, son aspect anthropologique existe, est fort. Et donc, cette réflexion, finalement, la chance que j'ai, c'est d'être sur un terrain de jeu formidable à l'échelle d'une agglomération, avec une ingénierie, avec des moyens, a permis d'absorber toutes ces dimensions-là. Cette dimension humaine, donc je le disais, j'y reviendrai parce que la question anthropologique est très importante. Et cette question urbaine, où bien sûr qu'on était fiers d'être à l'UNESCO,
même si ça pouvait apparaître une idée un peu folle. Mais si on veut se comparer aux pyramides d'Égypte, si on veut se comparer au Mont Saint-Michel, à la Tour Eiffel, il fallait aussi remettre du beau, refaire du beau, magnifier la source originelle que sont les cités minières. Ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une exigence de qualité que vous recevez comme une invitation à l'excellence. Et du coup, est-ce que cette invitation à l'excellence va bouger les manières de faire? On se doute, on va en reparler après sur pourquoi un Europan et pourquoi aller chercher justement des processus d'invention nouveaux. Mais est-ce que ça bouge sur la question du programme? Moi, ça m'intéresse assez bien par rapport à ce que nous a dit Jean-Louis tout à l'heure, en disant on va pas faire tout partout, mais en même temps, les choses sont pas liées. Est-ce qu'à l'échelle d'une commune et d'une agglo, les choses se trouvent en évolution, parce qu'effectivement, on va pas mettre des gymnases partout, on va peut-être repérer dans telle situation patrimoniale un intérêt à faire différent à un endroit par rapport à un autre. Est-ce que ça aide à discerner? Oui, bien sûr que ça aide, parce que on réfléchit global, mais on agit local, et on remet du liant. Et donc, comment on fait pour que sur une même veine, donc sur cette trail à l'échelle de la porte du Hainaut, on soit différenciant par la qualité de la réponse qu'on apporte là où on intervient. Et il ne s'agit pas de faire partout pareil. Il s'agit d'aller rendre excellent, magnifier, mettre en exergue là où il y a un intérêt à agir, là où il y a des choses particulières, et on le voit sur l'Europan 16 qu'on a essayé de caractériser avec les short stories et donc ces interventions séquentielles. Enfin, moi, je vais pas faire la présentation à leur place, ils sont meilleurs que moi de toute façon. Mais ça veut dire que ce lien physique, à la fois par la nature ou par l'habitant, la cité minière, est ce fameux fil conducteur, j'insiste dessus, pour intervenir de façon différenciée, mais avec la même ADN, avec la même cohérence. Et c'est vraiment un appui, parce que, ouais, depuis quelques années, alors j'ai pas parlé de contraintes, c'est pas le terme qui convient bien, mais il y a des défis nouveaux qui nous sont posés, la zéro artificialisation, l'inscription à l'UNESCO, les enjeux de transition énergétique, les enjeux de transition écologique, les changements climatiques. Mais c'est super. Donc on a ça à prendre et à intégrer dans la différenciation de l'intervention publique. Alors on en parlait tout à l'heure, hein, la question du projet aujourd'hui avec les compétences d'urbanisme qu'ont les communautés d'agglomération. Comment vous intégrez cette dimension du projet urbain avec cette exigence et peut-être le calque que nous a présenté Raphaël tout à l'heure, comment vous prenez ces éléments en compte dans les documents d'urbanisme, comme nous l'avez expliqué tout à l'heure lors de la première intervention, c'est cette idée que l'urbanisme de projet, il a des outils. Donc comment on fait vivre ça en ce moment, par exemple? Il y a des révisions de documents d'urbanisme. Est-ce que ces éléments-là sont discutés avec vos collègues élus? Oui, on le discute. Oui, alors ils sont intégrés dans les outils de planification, et le principal, il y en a pas non plus 50, hein, c'est le PLUI, et qui définit à des endroits des OAP, des PAPAG. Enfin voilà, je vais pas être technico-technique, hein, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des outils réglementaires qui sanctuarisent, et nous on a pris comme pari, comme ambition politique, au sens noble du terme, d'intervention utile publique, cet enjeu de la valorisation patrimoniale et architecturale et humaine du bassin minier dans nos outils. Donc, on en a discuté. Alors, avec les élus, alors on a 47 communes. Hein. Certes, on est dans le bassin minier, mais globalement, il y a entre 15 et 17 communes qui sont concernées par la notion. 160 000 habitants. Hein, 160 000 habitants. Et ensemble, mais il faut acculturer. Ça aussi, hein, il faut s'approprier ces défis, au même titre qu'on disait qu'avec les populations, les habitants, il faut les élever. Enfin, on a deux solutions à faire de l'émancipation humaine. Hein. Soit on fait de l'émancipation par l'assistance, hein, soit on fait de l'émancipation par la co-construction et de l'émancipation par l'apprentissage. Bon, mais dans tous ces outils réglementaires, dans toutes ces réflexions de planification, on intègre ces dimensions-là. Alors, à un moment donné, dans cette dimension, il y a aller chercher une ambition, s'inscrire à l'Europan
ville vivante, vitalité métabolique et vitalité inclusive. Alors là, il faut décoder parce que je pense que pour les autres pays qui sont autour de la question de l'UNESCO, ils comprendraient pas. Là, on est parti très loin. Mais en tout cas, on parle de synergie, on parle de co-évolution, de co-construction. Quelle a été l'idée, le déclencheur pour aller chercher l'Europan et s'inscrire à l'Europan ? Allez, il y a des voisins qui avaient fait ouais, et école. ben justement, tu lis dans mes pensées, je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César, et je vois Freddy Kaczmarek dans la salle. C'est lui qui un jour a passé un coup de fil en mairie de Rennes à ma directrice générale des services, qui m'a relayé l'appel et qui m'a dit, il y a un truc qui s'appelle Europan, franchement, faut y aller avec la traille minière, avec ce que vous faites sur Rennes, avec ce que vous faites sur la porte du Hainaut, faut y aller. Moi, j'ai considéré que c'était un petit peu hors sol. Pardon de le dire, que vous les mecs, vous étiez un petit peu perchés, mais au fond, quand même, derrière, comment on pouvait mettre en récit encore, de façon conceptualisée, tout ce qu'on avait dans nos tripes, tout ce qu'on essaye de faire vivre au quotidien, avec les habitants, avec les partenaires, pour ensuite en retirer des outils d'intervention, des outils de réflexion, des outils d'acculturation partagés, on s'est dit banco. C'est un sacré boulot, mais c'est une vraie ambition qui contribue à la fierté qu'on veut donner à notre territoire. Alors c'était à l'échelle de l'agglo. On Oui, peut juste, avant de donner la parole au concepteur, redonner un peu le champ. Donc c'était à l'échelle de l'agglo. Exactement. Combien d'équipes ont concouru sur cette thématique ? Rappelez-moi, 4 des équipes qui ont concouru. Oh, bien plus. Oui, non, mais nous, après, on en a retenu 6 qui ont été retenus. Voilà. Donc, 6 retenus. Sur 6 ont planché sur différents territoires de l'agglo. Plusieurs dizaines de candidatures à l'échelle européenne. C'est donc, c'est des équipes qui viennent travailler sur des sites candidats à la thématique d'Europan. C'est ça. Alors, on va leur donner la parole. Tout de suite, ils vont se présenter peut-être l'agence, hein, c'est l'occasion de parler un peu de votre travail et de la posture que vous défendez à travers cette candidature qui s'adresse à des jeunes équipes au niveau européen sur une thématique qui change au fil du temps, mais qui a ses territoires d'expérimentation un peu partout en Europe. Donc, merci beaucoup de nous accueillir. Jacques Hippolyti, Marion Lacasse, on est un peu des nouveaux venus dans le bassin minier. On est très heureux d'être là et de pouvoir partager nos hypothèses de projet avec vous. Donc, on est une jeune agence d'architecture et d'urbanisme qui s'appelle Vis-à-vis et on a participé à l'Europan sur donc la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut avec cette proposition Short Stories qu'on va vous présenter très très rapidement. En commençant le projet, on a reçu toutes les informations sur la treille minière et en regardant l'envergure du territoire du bassin minier, même chez nos voisins belges, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, grosso modo, 2 grandes attitudes de projet qu'on pouvait envisager. Une qui est sur la gauche, qui serait de partir un peu du grand territoire et d'en comprendre les structures, les enjeux, d'en déterminer des orientations pour ensuite venir interroger des sites de projet beaucoup plus précis. Et une autre en parallèle qui prenait en fait le sens inverse, une attitude un peu en zoom arrière, qui partirait de situations de projet, de questions très précises, très localisées, et de problématiques concrètes d'habitants, d'habitabilité, de fonctionnement de site, pour voir comment cette transformation, et si cette transformation, elle pouvait interroger un projet à très grande échelle dans ce zoom arrière. Donc nous, un peu nouveaux venus, donc on a commencé à essayer de trouver les bonnes lunettes pour regarder le territoire et en fait on a assez vite compris, notamment avec cette photo sur la gauche qui vient d'un autre territoire mais qui traduit en fait l'émergence du bassin minier. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des villes qui ont apparu en suivant un filon souterrain et qui ont émergé au milieu comme ça d'un territoire agricole. Et qui ont fait un urbanisme donc treille, archipel. Nous, on a appelé ça éparpillé ou fragmenté. Donc, les métaphores spatiales sont très utiles pour réfléchir, mais des morceaux de ville éparpillés dans le territoire, et c'est particulièrement le cas dans la CAPH, puisqu'on n'est pas du tout dans la situation Lens et Nain-Beaumont. On est sur une ville très compacte, mais plutôt des villes plutôt diffusé au milieu des champs, comme on a vu sur toutes les photos qui circulent depuis ce matin. Et en même temps, on a regardé comment les gens habitaient en fait aujourd'hui ce territoire-là.
toujours dans ce territoire minier, dans cet héritage minier, mais peut-être avec une perception moins directe de l'héritage. Et là, on est dans un bassin d'effondrement qui sert en fait de plage. Et on voyait que ces deux enjeux cohabitaient et étaient un peu la matière du projet, que ça allait être un peu dans l'écart entre les deux. Donc nous, en fait, on a choisi de considérer ce territoire comme un territoire éparpillé et fragmenté, et de voir que ça nous permettait aussi de compléter l'héritage minier de tous les autres fragments qui composent aujourd'hui le territoire et qui sont en fait très vivants, les zones humides, comme je l'ai montré, mais aussi les infrastructures logistiques, l'agriculture, et bien sûr les mines, les cités ouvrières, et donc de compléter notre horizon et notre regard pour essayer de en fait comprendre dans quoi on intervenait aujourd'hui. Donc c'est un peu une façon de se dire, c'est quoi cette ville dans laquelle on va faire un projet et dont l'héritage minier est une des composantes et qu'il faut intégrer dans la transformation. Et je laisse là. C'est un vis-à-vis. Donc là, juste pour expliciter un petit peu cette méthode, donc le cadre du concours avait ça de particulier, c'est que donc on nous demandait de réfléchir à l'échelle de la stratégie, à l'échelle de la CAPH, donc de la communauté de communes de la Porte du Hainaut, et le concours proposait 4 sites d'études. Avec des situations très très particulières. Donc un des choix nous qu'on a fait, c'est de faire une proposition sur ces 4 sites, et je vais vous en présenter un. Donc pour expliciter un petit peu cette méthode du dézoom. Donc là, on se situe sur la commune de Wallers-Arambert, et la situation très particulière qui nous était proposée donc à la réflexion était celle d'une école, donc issue de l'époque minière, dont il s'agissait de réfléchir à une transformation, une extension, parce qu'elle apparaissait plus adaptée aux besoins de la commune. Donc on est parti de ce projet d'école pour essayer d'interroger la possibilité d'une reconfiguration donc à plus grande échelle. Donc là, comme vous le voyez, cette école, on est parti de la parcelle, et puis on a comme ça dézoomé pour arriver jusqu'à l'échelle de la CAPH. Donc une de nos hypothèses donc a été de chercher à transformer la logique un peu insulaire de cette école, donc qui était constituée de bâtiments isolés sur une parcelle fermée, en proposant donc une extension en forme donc de piste d'athlétisme qui permettait donc proposer une logique de bâtiment agrégé autour d'utiliser cette piste pour rejoindre les bâtiments existants et agréger des nouveaux qui donc pourraient s'ajouter au fur et à mesure des besoins. Donc ça a été la logique à l'échelle du bâtiment. Et puis cette piste permettait finalement d'ouvrir le bâtiment sur ses extérieurs, parce que tout ce qui était de l'ordre de l'équipement scolaire était fonctionnel, parce que quasiment protégé par cette piste circulaire, et les bâtiments qui s'agrégeaient tout autour pouvaient bénéficier aussi au quartier qui environne cet équipement. Et cette école se situe à proximité du site Creative Mine, donc à Arambert, et fait face de l'autre côté de la départementale à une maison de l'ingénieur qui est actuellement désaffectée, qui est située au milieu d'un petit bois, qui est la trace d'une ancienne carrière. Donc de cette transformation typologique de l'école, de bâtiments isolés dans une parcelle à des bâtiments
entourant une cour d'école, on a commencé finalement à essayer de rejoindre donc les différents équipements liés à l'univers éducatif qui se trouvait autour. Donc pour imaginer ce qu'on a appelé un diffuse learning center, et donc l'outil après le changement, enfin cette transformation typologique de l'école, était de proposer des cheminements, donc une forme de voie douce qui permettrait à la fois de rendre accessible cette école depuis les quartiers environnants et de le reconnecter aux autres sites qui l'entouraient. Et donc ce cheminement, après, on a essayé de l'étendre aussi à une logique donc intercommunale, donc et de voir comment il pouvait permettre aussi de mutualiser, de réagréger tous les espaces communs, les équipements, et aussi rendre une accessibilité douce à des commerces, donc entre les 3 communes donc de Wallers, Arambert et Belin. Et en essayant de proposer une logique opportuniste de cette reconnexion en fait des voies douces, à la fois en réactivant donc ces cavaliers miniers qui étaient présents donc dans cette cité minière et à proximité du site Creative Mine, mais aussi en étudiant la possibilité d'y agréger des cheminements issus plutôt du territoire agricole, avec donc des chemins agricoles, des drèves ou des voies arrière dans les opérations de logement, donc ce qu'on a appelé en fait la réactivation d'un chemin des écoliers qui donc à la fois faisait de la transformation de cet équipement de cette école communale aussi une étape dans un circuit plus large qui permettait de reconnecter de mettre en commun donc tous les équipements de ces 3 communes, et surtout en fait de les connecter à la gare. Et je me dépêche. Et donc après, en dézoomant encore, on a essayé aussi de reproduire cette logique de boucle, de voie douce, en suivant cette logique donc d'opportunisme, de reconnecter plusieurs types d'infrastructures et de les connecter à chaque fois à une gare, ce qui faisait apparaître aussi l'importance et la densité des gares dans le bassin minier, et donc l'importance de s'y accrocher. Donc là, c'est une image qui vous montre un peu plus précisément cette transformation typologique, avec donc cette piste qui permettait donc de passer d'un bâtiment centripète à un bâtiment centrifuge, et donc son insertion à l'intérieur de ce plus grand réseau pour reconnecter différents sites. Et donc juste pour finir, ça c'est la première nouvelle territoriale, donc en parallèle du grand récit de transformation. On a défini 4 nouvelles, histoires courtes, et là c'est la première, mais on l'a fait avec différentes situations et différentes attitudes de projet, à la fois, à chaque fois situées et particularisées par rapport aux enjeux. Voilà. Merci. Alors juste une question qui vient tout de suite. Où en est-on sur ce projet, et quel bénéfice là, peut-être au niveau des décideurs et de la mise en route des projets, quel écho en tout cas? Comme toujours sur ces questions-là, on est sur des temps longs. La transformation urbaine, c'est du temps long. Nous avons pu faire partager le retour d'expérience d'Europe-Française aux élus et aux maires en particulier concernés par les sites de travail. Et l'ambition, c'est d'en transformer l'essai, comme on dit au rugby, avec peut-être pas sur la totalité de ce qui est présenté, mais en tout cas, il faut que ce qui a été généré par ce travail trouve une traduction opérationnelle dans les années qui viennent, et que quelque part cette réflexion vienne, puisqu'on est sur la trail et l'event, vienne irriguer le territoire de ces réflexions novatrices et conceptualisées à l'instant, pour nous le rendre vivant.
Merci. Alors, peut-être deux réactions de l'un et de l'autre, de ces apports qui peuvent paraître conceptuels, mais qui enrichissent la grammaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que, en tant que métier de spatialiste et de concepteur, on utilise un vocabulaire et des formes. Et là, l'aller et retour des changements d'échelle ouvre des pistes qui peuvent peut-être faire peur parfois, c'est peut-être des trop grandes échelles. Comment vous pouvez réagir l'un et l'autre sur l'apport de telles démarches dans des situations, c'est quasiment de l'expérimentation. Comment à un moment donné on utilise ces consultations, qui sont des consultations, des concours d'idées en quelque sorte, dans des territoires d'expérimentation. Peut-être Monsieur Montrieux, est-ce qu'il y a une place dans nos outils pour avoir ces retours d'expérience? Alors, je pense qu'effectivement, il y a la place. Oui, c'est bon, ça marche. Il marche. Il y a la place effectivement pour un retour d'expérience, et je crois notamment, peut-être il y a deux aspects importants. Un aspect peut-être d'accompagnement financier, et un aspect d'urbanisme réglementaire. Premier aspect en urbanisme réglementaire. Alors effectivement, c'est parfois un travers dans certains cas. On se fait toujours un monde, entre guillemets, de l'évolution des documents d'urbanisme, avec une angoisse, oh là là, il va falloir y faire une révision, c'est très compliqué. En fait, on a essayé de simplifier les choses, on peut faire de la modification simplifiée, de la modification. Il y a moyen d'aller beaucoup plus vite, sans pour autant négliger en quoi que ce soit la nécessaire concertation et la participation de l'ensemble du territoire. Mais effectivement, avec ce type de projet et de proposition, on peut faire des évolutions qui sont effectivement sur le temps long, mais peut-être pas si long que ça. En fait, les outils d'urbanisme sont suffisamment souples pour permettre effectivement de voir comment on peut faire vivre de tels projets qui sont effectivement des idées très intéressantes à décliner sur un territoire donné. Et puis alors, l'aspect un peu financier, c'est vrai qu'on est sur un territoire où on a un certain nombre de friches industrielles qui peuvent être mobilisées pour un certain nombre de projets de ce type-là. Et cela tombe bien, on a effectivement un fonds friche qui permet effectivement d'accompagner un certain nombre de projets. Et typiquement, qu'il s'agisse de projets de ce type, qu'il s'agisse notamment, je pense, à tous les projets de développement d'énergie renouvelable, à de la réindustrialisation, dans un certain nombre de cas, on peut, grâce à ces fonds friches, mobiliser un territoire qui est déjà artificialisé, ce qui évite de prendre sur des terres agricoles qui sont par ailleurs c'est vrai que le paysage de cette région a justement un intérêt d'avoir encore des territoires agricoles qui sont mêlés avec ce territoire urbain. Donc évidemment, il ne faut pas manger sur le territoire agricole, mais ce qui tombe bien, c'est qu'on a un certain nombre de friches industrielles. On peut avoir des aides sur ce plan-là et donc avoir la possibilité de développer des projets, des outils, tout en restant dans l'esprit que l'on évoque depuis le début du patrimoine mondial. Voilà, un territoire vivant, mais un territoire qui exploite ce qui est déjà là. Ce que vous évoquiez sur le zéro artificialisation nette comme objectif qui nous donne une belle opportunité pour ces territoires. Jean-Louis, une réaction par rapport à cette démarche et peut-être un conseil, une recommandation que tu pourrais faire aux acteurs qui sont présents? Non, au contraire, j'ai vraiment beaucoup aimé la démarche. Elle m'a inspiré plusieurs réflexions. D'abord, pour vous, monsieur le maire, en tant que responsable à la communauté des portes du Hainaut, parce que je pense que là, vous avez une démarche qui est véritablement intercommunale, au sens fort. Or, un des problèmes majeurs du bassin minier, j'ai pas assez évoqué tout à l'heure, mais il y avait trop de choses à dire, c'est vraiment ce problème du morcellement communal. Là, vous avez un projet qui, en plus, si j'ai bien compris, lie plusieurs communes. Donc, vous avez tout le vocabulaire spatial, mais vous avez aussi le projet pris par le bas, par les usages, mais aussi porté par des politiques qui font tomber un peu les frontières. C'est une approche programmatique à l'échelle du territoire. C'est tout à fait fondamental sur ce grand territoire. Ça me permet, si vous permettez, et votre réflexion, d'évoquer deux choses que je n'ai pas dit tout à l'heure. Euralan, sur le bassin minier du Pas-de-Calais, a lancé depuis 10 ans une politique de labellisation de projets. Cette politique de labellisation de projets, souvent, elle vise beaucoup à labelliser des projets de ce type.
et de plus en plus. Au démarrage, on a été sur des grands projets ou des très beaux projets comme les projets de Grenec, la programmation de la cité des Staminais, le mérite ici. Mais de plus en plus, on est sur des projets vraiment d'usage et qui portent sur la transition écologique. Par exemple, cette année, on labellise un projet de transformation d'une friche commerciale à Neux-les-Mines en lieu de transition écologique, sociale et d'agriculture urbaine. On labellise un projet, on a dominé un projet Coron des Arts qui vise à avoir tous les artisans d'art très importants auprès du Louvre, qui s'implanterait dans une cité minière totalement transformée aux abords du Louvre. Donc tout ceci, vraiment cette multiplication des initiatives est très importante. Je te propose d'en rester là, parce que quand on me confie un rôle de modérateur, il y a la mesure du temps et la matinée a été très 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 riche. Ce que je voudrais peut-être, c'est retenir quelques éléments et interpeller Raphaël, comme ça, c'est lui qui aura le mot de la fin de la matinée. Moi, ce que j'ai compris, c'est que là, il y a de l'expérimentation, il y a des trajectoires. Est-ce que, et qui peut opérer cette mise en relation avec comme point de référence le patrimoine? Parce qu'il ne faudrait pas que les projets racontent un nouveau récit en oubliant le récit d'où l'on vient. Parce qu'effectivement, il faut sans cesse garder nos repères. Alors, est-ce que c'est vous, la mission Bassin Minier, qui faites ce rôle de chef d'orchestre? Comment vous voyez ces initiatives prendre dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans une commune, dans une interco, avec un partenaire qui peut être l'établissement public foncier, qui peuvent être les CIE, qui peuvent être d'autres structures? Comment vous voyez les choses? Et je vais emprunter un terme à quelqu'un que je connais bien dans la salle. Comment vous regardez les choses pour faire des valeurs d'exemple, des éléments qui puissent être transmis d'un territoire à l'autre? Est-ce que vous endossez ce rôle-là? On a 1 heure? Non. 1 heure et demie? Non, bah alors la mission Bassin Minier, c'est un outil. C'est un outil d'ingénierie au service à la fois de nos mandants d'en haut, c'est-à-dire l'État, la région, l'État qui est garant de l'inscription du bassin minier, est garant sur le fait que, quelles que soient les transformations qui vont être opérées, ces transformations doivent se faire en préservant les raisons pour lesquelles le bassin minier a été inscrit. Donc voilà, l'État est garant, donc on travaille évidemment avec la DRAC, avec les ABF sur le territoire. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que nous, on est un outil au service de l'État et de la région. On est un outil au service des territoires, beaucoup plus localement. Donc là, on accompagne aussi les communautés d'agglo et les communes. Et ce qui m'a intéressé, c'est on est un territoire sur lequel on est toujours obligé de zoomer, dézoomer. C'est-à-dire de réinterroger le projet local par rapport à la stratégie globale et les expérimentations. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on essaye toujours, on parlait des cités pilotes, les cités pilotes, elles sont nées d'une nécessité dans le plan de gestion patrimoine mondial d'imaginer des projets qui garantissent le fait que les gens continuent à habiter dans les cités, c'est un patrimoine habité, donc il faut que ce patrimoine, pour le préserver, il faut que les gens aient envie d'y vivre, mais également protéger son identité et sa valeur architecturale urbaine paysagère. Donc ça, c'était la grande ambition. On l'a essayé de le traduire de manière concrète sur des projets. Ces projets, on fait des tests expérimentaux, donc la valeur d'exemple, la valeur de projet démonstrateur, c'est extrêmement important aussi, et ça nous permet de réinterroger la stratégie d'ensemble, et c'est comme ça que le RBM, on a travaillé avec Jean-Louis Subilo aussi sur voir comment ces expérimentations ont pu nourrir la stratégie globale qu'il a développée avec talent et puis en prenant en compte aussi l'ensemble des territoires. Donc voilà, le travail zoom, dézoom, et nous là-dessus, eh ben, on a un outil assez, assez souple, je pense qu'on nous utilise aussi pour ça. On est capable d'aller très loin dans l'opérationnel, et également toujours de redézoomer et de mettre autour de la table. Là, on évoquait par exemple l'étude sur les aires d'influence paysagère. On va lancer un comité de pilotage avec les services de l'État, les départements, la région, les communautés d'agglo, les communes, les SCOT, tout ça. Donc voilà, nous 90% de notre boulot, c'est de faire du lien. Merci de ce témoignage, c'est très important par rapport à l'héritage patrimonial d'un bassin minier industriel dans une logique de production, où là, ici, le système de valeur n'est pas celui
d'une extraction, mais celui de faire vivre un territoire. Et donc, merci à vous tous d'avoir témoigné de la manière dont on s'en occupe. Merci.